Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Pour l'affaire de ce soir, on se rend à l'autre bout du monde, direction les Philippines. Cet archipel de 7641 îles, dont 2000 à peine sont habitées, regorge de paysages somptueux, entre plages aux eaux turquoises et reliefs sauvages à couper le souffle. Quezon City, ou plutôt QC City, comme on le prononce en philippin, fait partie de la région métropolitaine du Grand Manille, sur l'île Luçon, où on trouve la capitale philippine. À l'origine, Quezon City a été développée pour remplacer Manille en tant que capitale économique et culturelle. Il faut dire que dans les années 40, Manille souffrait d'un grave problème de surpopulation, couplé à un sérieux manque de logement, une situation sanitaire déplorable et une circulation routière chaotique. À cause de tous ces problèmes, la capitale perdait probablement en prestige et ça devait compliquer le quotidien et la gestion des affaires du pays. En 1949, Quezon City est ainsi proclamée nouvelle capitale des Philippines. Dans les années qui suivent, la ville explose, l'industrie du divertissement s'y développe tout particulièrement, ce qui fait qu'aujourd'hui, Quezon est surnommée City of Stars, la ville des étoiles, un petit Hollywood de l'autre côté du Pacifique. Les secteurs du commerce, de l'éducation, de la tech, du tourisme et du sport prospèrent aussi là-bas. La population explose, elle est multipliée par 10 en 25 ans à peine. De 108 000 habitants en 1948, on atteint le million en 1975. Ce boom démographique incite sûrement le gouvernement à revenir sur sa décision. En 1976, Manille redevient donc la capitale du pays. Mais ça n'empêchera pas Quezon City de continuer son expansion. Aujourd'hui, c'est la ville la plus peuplée des Philippines, elle dépasse carrément la barre des 3 millions d'habitants en 2023. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais que Manille était considérée comme la 11e aire urbaine la plus peuplée au monde, avec 16 millions d'habitants? On parle ici du Grand Manille, qui est composé de 17 villes, un peu à l'image du Grand Londres, qui inclut la ville de Londres et sa banlieue. Quezon City pèse lourd dans le calcul avec ses 3 millions d'habitants. Pour comparer, la ville de Manille seule ne compte que 1 800 000 habitants. Mais on va s'arrêter un peu avec les chiffres. Quezon City n'a pas les pieds dans l'eau, contrairement à Manille, mais elle possède une grande réserve naturelle au nord, la Mesa Watershed, et une vie culturelle dynamique, malgré la population très concentrée et des quartiers très pauvres. L'État mène des actions pour améliorer les conditions de vie et recaser les habitants des bidonvilles dans des logements dignes et salubres. Des agences nationales et locales et des structures privées participent à ce travail de titan, créant des quartiers communautaires où l'entraide est très mise en avant. En général, la population de Quezon City reste assez pauvre, mais riche d'un point de vue culturel et humain, à l'image du pays qui est vu par les touristes comme une destination à faire, très accueillante et accessible à tous les budgets. Parenthèse bouffe oblige, les Philippines possèdent une cuisine riche et variée, influencée par ses origines malayo-polynésiennes, ses colonisations espagnoles et américaines, ainsi que par ses voisins asiatiques. Considéré comme le plat national philippin, le adobo est préparé avec du poulet, du porc ou les deux, marinés dans du vinaigre, de la sauce soja, de l'ail, des feuilles de laurier et du poivre. Le tout est mijoté jusqu'à obtenir une sauce riche et savoureuse. On a aussi des plats aux fruits de mer, bien sûr, comme le kinilaw, un équivalent philippin du ceviche, le tinolang taong, une soupe de moule cuisinée avec du gingembre, des oignons et du poivron. Pour les gourmands sucrés, on trouve aussi le bibingka, un gâteau de riz cuit au four, souvent garni de fromage ou de noix de coco râpée, typiquement dégusté à Noël. On a aussi le halo halo, un dessert rafraîchissant à base de glace pilée, lait concentré, haricots rouges, gelée de noix de coco, fruits tropicaux et flan ou crème glacée. Ça me rappelle énormément le bingsu coréen d'ailleurs. Et puisqu'on est quand même là pour parler crimes, sans transition, on commence notre affaire du jour. Le 6 novembre 2012, un drame terrible vient perturber le quotidien des habitants de Quezon City. En pleine semaine, aux premières heures du jour, une femme est retrouvée dans un caniveau. Son corps a été criblé de balles et il est couvert de bleu. Les autorités se lancent tout de suite dans l'enquête. Qui est cette pauvre femme abattue sauvagement et abandonnée comme un déchet sur le bord de la route? Qui a bien pu faire ça? Le scénario qui ressort de cette enquête est terrible et la barbarie dont les coupables ont fait preuve va te faire détester l'espèce humaine. On se rend à Las Piñas, une ville du sud de la région de Grand Manille qui compte quelques 600 000 habitants. C'est là que vit Julie-Anne Rodelas, une jeune modèle de 20 ans. Julie naît le 14 juillet 1992, elle fait partie d'une fratrie de 6 enfants. À la maison, Luz, sa mère, prépare des repas qu'elle vend pour ramener un peu d'argent. Des petits plats typiques des Philippines faits avec amour par une maman, ça donne envie. Et si Luz travaille, c'est surtout pour financer les études de ses enfants. La famille n'a pas beaucoup de moyens. On n'a pas vraiment d'informations sur ce que fait le père de famille, mais on sait que, comme une grande partie des Philippins, il peine à boucler les fins de mois. Julie, qu'on surnomme Jaja,
Elle a du potentiel. Déjà, c'est une jeune femme très gentille, bavarde et toujours enjouée. Tout le monde l'apprécie dans son entourage. Elle a la tête pleine de rêves, notamment celui de partir à l'étranger pour mieux gagner sa vie et aider sa famille. Elle étudie le management d'hôtellerie et de restauration à l'université Arellano, un établissement privé de la capitale. Elle s'en sort bien dans ses études et Luz croit beaucoup en elle. Toute sa famille la soutient d'ailleurs. Julie-Anne est même dispensée de faire la vaisselle et de participer aux tâches ménagères pour se concentrer sur ses études. Mais les frais restent difficiles à couvrir au point que l'étudiante a déjà dû mettre sa formation en pause 3 fois à cause de problèmes d'argent. Heureusement, depuis quelque temps, elle a trouvé un boulot qui lui permet de reprendre les cours et qui les finance par la même occasion. En effet, avec l'aide d'une amie qui bosse dans le milieu, Julianne commence à se faire un nom en tant que modèle, en particulier pour ABS-CBN Network, le plus grand réseau de diffusion des Philippines. Leur slogan: au service des Philippins. Grâce à sa beauté, mais aussi et surtout à ses qualités professionnelles, Julianne réussit à rejoindre le pool de talents de ce mastodonte médiatique local, affirmant sa petite place dans la cité des stars. Parce que ABS-CBN a évidemment son siège social à Quezon City, la capitale du divertissement du pays. Julianne travaille donc à temps partiel pour la chaîne, elle apparaît à la télévision, elle participe à des shootings photos de magazines comme FHM, For Him Magazine, c'est une sorte de Playboy, un mensuel masculin d'origine allemande qui publie dans de nombreux pays à travers le monde. On y trouve beaucoup de photos de charme, de femmes peu vêtues. Il existait d'ailleurs une édition française entre 1999 et 2009, mais elle ne se vendait pas assez bien, donc la publication cesse en décembre 2009. Aux Philippines, le mannequinat est un secteur très dynamique, mais très concurrentiel. Et si Julianne a pu faire ses débuts, c'est en partie grâce à sa meilleure amie, Althea Altamirano. Julianne et Althea se connaissent depuis des années, elles sont inséparables, comme des sœurs siamoises. Elles échangent leur garde-robe pour leurs sorties en ville, elles sont tout le temps fourrées ensemble, elles prennent plein de photos pour leurs réseaux sociaux où elles apparaissent très complices. Julianne admire Althea, à peine 23 ans, son amie a déjà été élue petite copine du mois dans l'édition de septembre 2012 du magazine FHM, ce qui est une petite consécration en soi. C'est aussi grâce à Althea que Julie-Anne fait ses débuts dans le mannequinat et qu'elle peut gagner un peu d'argent pour financer ses études. En plus d'être une amie très proche, Althea est donc un modèle à suivre, un mentor pour Julianne. Luz n'accroche pas trop avec le tempérament de la bestie de sa fille, elle trouve que c'est le genre de personne à attirer les ennuis. Et si elle finissait par entraîner sa Jaja avec elle? Mais ce n'est pas parce qu'elle a un mauvais feeling qu'Althea est quelqu'un de méchant. Et Julianne est bien assez maligne pour éviter les problèmes. Nous sommes donc maintenant au début du mois de novembre 2012, quand Althea propose à Julianne de lui présenter un client potentiel pour un travail de mannequinat. Une super occasion de mêler l'utile à l'agréable en passant la soirée ensemble, tout en se faisant quelques contacts dans le milieu. Mais cette sortie sera malheureusement la dernière pour Julianne. Le lundi 5 novembre 2012, en fin de journée, la jeune femme se prépare dans la maison familiale de Las Piñas, elle se maquille, elle choisit soigneusement ses vêtements, un débardeur blanc et un legging bleu. Elle se fait belle pour cette soirée avec sa meilleure amie, soirée qui s'annonce plutôt bien. Julianne s'absente souvent à cause du travail et de ses sorties, donc quand elle dit au revoir à sa mère et ses frères et sœurs présents à ce moment-là, personne ne s'inquiète. Ça lui arrive même de découcher, mais elle prévient toujours sa famille du moindre contretemps. Julianne espère aussi que cette soirée va lui permettre de se rabibocher avec Althea après la petite dispute qu'elles ont eue il y a quelques jours. Ça semble bien parti en tout cas. Elle se retrouve au SM Mall of Asia, un centre commercial dans la banlieue de Pasay, ville qui se situe entre Manille et Las Piñas. Elles vont regarder un film au cinéma de l'immense complexe avant de sauter dans un taxi, direction le World Trade Center, un centre d'exposition installé sur le boulevard Diosdado Macapagal pour rejoindre une autre amie. C'est à la limite de la ville de Manille, mais elles y sont en moins de 10 minutes. Le rendez-vous professionnel doit avoir lieu un peu plus tard dans la soirée, elles ont donc largement le temps. Elles marchent tranquillement vers leur point de ralliement en discutant de choses et d'autres. Soudain, un véhicule s'arrête à leur niveau, 2 hommes en sortent et se jettent sur Julie, ils la balancent à l'arrière et ils repartent en trombe. En quelques secondes à peine, Julianne s'est fait enlever sous les yeux médusés de son amie. Sous le choc, Althea fond en larmes, elle n'a même pas le temps de réagir, tellement la scène se passe vite. Elle n'a pas non plus le temps d'identifier la voiture, elle sait juste que c'est une sorte de SUV, un gros 4x4.
Althea reste prostrée sur place avec les affaires de Juliane qui sont tombées quand les deux individus se sont jetés sur elle, son sac, ses chaussures. Une patrouille de police qui passe dans le coin la voit et lui demande ce qui ne va pas. Face à ses sanglots incontrôlables, ils finissent par l'escorter jusqu'au poste de Passay, pas très loin de là. Il est alors minuit 40. Bien qu'elle soit encore dans tous ses états, Althea livre quelques détails sur les faits. Il était 10h30 environ et elle se trouvait sur l'avenue Guilpouillat, perpendiculaire au boulevard Diosdado Macapagal, quand le véhicule s'est arrêté devant elle. Ils ont enlevé Juliane sous ses yeux, et non, ils n'ont pas essayé de l'enlever elle aussi. Juliane était visiblement leur seule cible. Althea n'a pas réussi à aller jusqu'au poste elle-même parce qu'elle était en état de choc et elle n'a pas d'autres informations à fournir aux policiers. Alors ça ne les aide pas beaucoup, mais ils prennent bien sa déposition. Après plus d'une heure au poste, Althea envoie un SMS à son copain pour qu'il vienne la chercher et qu'il la ramène chez elle. À Quezon City, le jour ne va pas tarder à se lever, parce que oui, les Philippines, c'est au sud de l'équateur, c'est donc l'été en novembre et le soleil est debout assez tôt. Le mardi 6 novembre, vers 5 heures du matin, sur la 18e avenue, à Quezon City, une scène d'horreur accueille les premiers habitants qui partent travailler. Le corps d'une femme gît sur le côté dans le caniveau, devant le numéro 121 de la rue. Cette jeune femme semble avoir été battue et tuée par balle. Plus tard, des voisins diront en effet avoir entendu des tirs vers 5 heures du matin, d'autres diront avoir vu une Mitsubishi Montero, un véhicule de type SUV, accélérer à toute allure dans la direction opposée au lieu de la découverte du corps. La victime aurait été jetée depuis ce SUV à la conduite plus que suspecte. Quand les autorités arrivent sur place, ils voient d'emblée que la jeune femme est morte. Ils délimitent un périmètre de sécurité et ne touchent pas tout de suite à sa dépouille. La police aurait pu bloquer la rue, mais ici, les journalistes et passants sont là. Autour des enquêteurs, ils prennent des vidéos du corps de la pauvre jeune femme sauvagement assassinée. Ses yeux sont encore ouverts, avec une expression de terreur. La victime n'a pas d'affaires sur elle, elle n'a pas de papier. Elle est habillée d'un débardeur blanc, d'un legging bleu. Alors toi, tu sais déjà de qui il s'agit, mais les agents de l'unité de détection et d'investigation criminelle, ou CIDU, le groupe d'enquête qui est mis sur l'affaire, mais ils ne peuvent pas identifier la victime sur place. Dans la main de la victime, on constate un sachet plastique de chez McDo, un sachet auquel elle semble s'être agrippée jusqu'au bout. Les enquêteurs trouveront plus tard le reçu pour cet achat à l'intérieur du sac. La victime a été violemment battue et violée plusieurs reprises avant d'être abattue de 5 balles en pleine tête. De terribles lacérations sont aussi relevées au niveau de ses parties intimes. Elle a vécu l'horreur pendant ces derniers instants. Il faudra attendre le lendemain, le mercredi 7 novembre, pour que le corps soit officiellement identifié par sa famille. La victime est bien Juliane Rodelas, signalée disparue depuis la veille au soir par sa meilleure amie Althea. Cette découverte est un choc sans nom pour tous les proches de Juliane. Ils s'inquiétaient de ne pas avoir de ses nouvelles après sa sortie. Althea n'avait pas pu fournir des informations très précises quand elle a rapporté l'enlèvement, mais les enquêteurs peuvent s'appuyer sur des éléments cruciaux. D'abord, on a les témoignages des résidents qui remarquent le Mitsubishi au moment où le corps est jeté dans le caniveau. Ils ne voient pas bien de quelle couleur est le véhicule, à part qu'il est sombre, et par chance, 2 personnes retiennent la plaque d'immatriculation. L'un de ces témoins aperçoit même quelqu'un tirer sur la pauvre jeune femme depuis le SUV avant de repartir. L'information est capitale, et on va y revenir par la suite. Le second élément qui va tout de suite mettre les enquêteurs du CIDU sur une piste, c'est le ticket de caisse de la commande McDo que Julie-Anne tient fermement dans sa main gauche au moment où elle se fait assassiner. C'est sur ces 2 indices que les enquêteurs vont se concentrer en attendant l'identification du corps. Le reçu correspond à un achat effectué à 2h33 du matin, le 5 novembre 2012, au McDo qui se situe sur l'avenue des Nations Unies à Manille. La personne a commandé 2 menus de cheeseburger à emporter, et je dis la personne parce qu'à cette heure-là, Juliane a été enlevée, et ce depuis presque 4 heures, soit 2 heures après la déposition d'Althea à la police. Althea est convoquée au commissariat, mais elle est injoignable. Alors il remonte la piste du McDo et visionne les caméras de vidéosurveillance de l'établissement. À l'heure de l'achat, indiqué sur le ticket de caisse, on remarque un homme dans la vingtaine, début trentaine, assez grand, tatoué. C'est lui qui passe la commande au McDo. Et en parallèle, la recherche sur la plaque d'immatriculation du Mitsubishi Montero va porter ses fruits. Le véhicule appartient à une certaine Rosalina Kiambao. Son fils, Fernando Kiambao Jr., surnommé JR, 32 ans, est propriétaire d'un salon de tatouage à Quezon City, et ce JR
n'est autre que le petit copain d'Althea, la meilleure amie de Julie. Celle-là même qui ne répond plus aux convocations des autorités. Le frère de la jeune femme, Charlie Altamirano, explique aux médias qu'elle se cache de peur d'être la prochaine victime sur la liste. Mais les enquêteurs n'y croient pas. Des voisins d'Althea confirment qu'un homme vient souvent la chercher devant chez elle, dans la ville de Cavite, à bord d'une Mitsubishi Montero. Il correspond bien à l'individu qu'on aperçoit sur les images de caméra surveillance du McDo. JR serait donc bien impliqué dans l'enlèvement de la meilleure amie de sa copine. Mais JR est introuvable, tout comme sa petite amie qui ne s'est toujours pas présentée au commissariat malgré les convocations. La police entame sans attendre une surveillance de la maison des Kiambao où réside JR. Les deux individus ne sont visiblement pas là. Mais le samedi 10 novembre, vers 18h, Fernando Kiambao Senior, le père de JR, quitte la maison avec ce qui ressemble à des vêtements de rechange. Les agents qui font la filature le suivent alors qu'il monte à bord de sa Toyota Innova noire et qu'il roule en direction du nord-ouest. Ils atteignent finalement le village d'Apalit, dans un coin reculé de la région de Pampang. On est à environ 1 heure de route de Quezon City. Le père Kiambao s'arrête devant un buhay kubo, une sorte de cabane sur pilotis typique des Philippines. Leurs toits sont parfois composés de feuilles de nipa, une espèce de palmier très répandu là-bas dont le nom Nipa Hut qu'on retrouve aussi. La Mitsubishi Montero se trouve justement devant cette petite cabane. Quel hasard incroyable! Les policiers ne seront pas du tout surpris de trouver JR et Althea à l'intérieur, affairés à préparer leur fuite. Aucune arme n'est retrouvée dans la Montero ni dans la cabane, mais les autres preuves, le ticket de caisse, McDo et le SUV, suffisent à les placer immédiatement en état d'arrestation. La cérémonie en l'honneur de Juliane a lieu le 17 novembre 2012. Son corps, qui reposait dans la maison familiale à Las Piñas, est emmené à l'église de Marie-Reine des Apôtres à Parañaque. Elle sera accompagnée jusqu'au bout par toute sa famille, ses amis et ses proches, habillés en blanc pour lui rendre hommage. L'enquête avance en parallèle. JR, le principal suspect de ce meurtre atroce, nie toute implication dans les faits. Il reste silencieux et il va même remettre en cause son arrestation. Les détectives n'ont aucune preuve, donc il estime que cette détention est illégale. Mais Althea, de son côté, finit par craquer sous l'assaut des questions. L'enlèvement de Jaja était prémédité et elle était au courant. Mais le meurtre n'était pas prévu. Jamais elle n'aurait imaginé une telle issue et elle se dit terriblement affectée par la mort de sa meilleure amie. Alors pourquoi l'enlèvement? Et si elle était au courant, pourquoi ne pas avoir essayé de l'empêcher? Althea explique aux enquêteurs que cette amitié, qui semblait pourtant si solide de l'extérieur, se délitait à cause de Juliane. Alors que c'est Althea qui l'a introduite dans le milieu du mannequinat, du show business, Jaja commence déjà à lui faire de l'ombre. Juliane se réveille meilleure et son succès rend Althea profondément jalouse. Mais ce qui fait déborder le vase, c'est le jour où Juliane aurait lancé une rumeur auprès de leurs collègues de travail sur le fait qu'Althea a 2 enfants. Alors en soi, c'est même pas de la diffamation parce qu'Althea est bien maman, mais elle prend très mal le fait que sa meilleure amie en parle autour d'elle sans son accord. Dans le milieu très concurrentiel du mannequinat, les informations se transmettent à toute vitesse et une modèle de 23 ans, déjà mère de 2 enfants, ça fait mauvais genre. Althea cachait la vérité pour protéger sa réputation et sa carrière. Alors quand elle apprend que Jaja a tout balancé, elle se sent profondément trahie. Elle en parle à son petit ami, JR, qui va tout de suite proposer de lui donner une leçon. Et il se vante d'être bon à ce jeu-là. Faire peur aux gens, ça peut les calmer. Althea en aurait déjà fait les frais, une fois JR l'aurait pointé avec une arme pendant une dispute, et effectivement, ça l'a calmée. Comme Althea ne sait pas vraiment quoi faire, elle finit par se laisser convaincre qu'une petite frayeur remettrait Jaja à sa place. Althea et son petit copain n'ont jamais parlé de la blesser et encore moins de l'assassiner. Ils concoctent donc leur plan qu'ils mettent en œuvre le jour fatidique du 5 novembre. Althea invite Juliane pour une sortie entre copines, elle prétexte une rencontre professionnelle et un rendez-vous avec une autre amie au niveau du World Trade Center de Passy. Althea prévient JR par texto qu'elle parte du cinéma et qu'elle prenne un taxi. Donc quand la Mitsubishi Montero s'arrête à leur niveau, en réalité, Althea n'est pas surprise. 2 amis de JR sortent du véhicule, ils enlèvent Juliane, tout se passe comme prévu, mais Althea regrette immédiatement tout ce plan de folie. Elle veut faire machine arrière, mais elle ne parvient pas à réagir à temps et le SUV s'éloigne déjà. Elle s'effondre en larmes sur le trottoir, là où la patrouille de police finira par la trouver un peu après minuit. JR, lui, avait bien dit de ne surtout pas prévenir les flics, mais elle n'a pas le choix.
Donc elle invente une brève amnésie et elle ment complètement sur le déroulé des faits et sur l'identité des agresseurs. Vers 2 heures du matin, Althea envoie un message à son copain pour qu'il vienne la chercher. Il arrive peu de temps après, accompagné de son père, Fernando Senior. À 4 heures, ils récupèrent des vêtements de rechange et ils partent dormir dans un motel de Las Piñas. Un peu plus tard dans la matinée, Althea rejoint des amis. Elle leur donne les affaires de Jaja qui étaient tombées au moment de son enlèvement, son sac et ses chaussures, et elle leur demande de les rendre à la famille de Julian. Althea et JR passent la nuit suivante dans un hôtel à Quezon City, mais Althea n'apprend la mort de sa meilleure amie que le lendemain, lorsque sa sœur lui rapporte la découverte du corps par texto. La nouvelle lui fait un choc. Elle confronte immédiatement JR à ce sujet, mais son petit copain va faire comme s'il ne savait pas de quoi elle parle. Il a laissé ses potes s'en charger, il ne savait pas qu'ils en arriveraient là. Il ne leur a pas demandé de faire une telle chose. La leçon a totalement dérapé. Pour Althea, c'est JR et sa bande qui sont responsables des agressions sexuelles et du meurtre. Mais cette explication ne tient pas debout. Après avoir appris la mort de son amie, Althea passe chercher des vêtements chez elle avant qu'elle et JR partent pour la maison de famille de ce dernier, la cabane à Apalit. La jeune femme se justifie en expliquant qu'à ce moment-là, elle veut rentrer, mais JR le lui interdit. Il l'empêche même d'envoyer des messages ou d'appeler ses proches. Le père de JR aurait suggéré qu'il se fasse discret quelques jours pour réapparaître le lundi suivant. Althea va aussi prétendre qu'elle aurait même subi des trous de mémoire après l'enlèvement, tellement cet incident est traumatisant. Mais sur ses réseaux sociaux, on ne voit pas trop cet état de choc. On voit même le contraire. Pendant plusieurs jours, Althea publie des photos d'elle et Jaja ensemble, souriantes et complices. Des photos qui ressemblent surtout à un alibi et qui semblent dire « Regardez, on se kiffe, on est super proches. Jaja, c'est comme ma sœur jumelle, jamais je ne pourrais lui faire de mal. » Malgré ces incohérences, Althea continue quand même à clamer son innocence. Elle n'y est pour rien si la petite leçon a mal tourné. Pourtant, Juliane aurait pu être sauvée si Althea s'était manifestée le soir du drame, au moment de l'enlèvement. Elle aurait pu prévenir la police que cette disparition de son amie qu'elle venait signaler, en fait, c'était un enlèvement prémédité. De son côté, pour se protéger aussi, JR, qui continue de clamer son innocence, va donner les noms de ses complices. D'après lui, le tueur se trouve parmi eux. Et c'est à partir de là qu'on apprend les horreurs subies par la pauvre Juliane pendant ses derniers instants. Sans hésiter, JR va balancer des noms. Après l'enlèvement de Juliane, c'est un de ses potes qui l'aurait emmené dans une planque sur Lanao Street, en plein centre de Quezon City, à une bonne demi-heure de route. La rue fait partie d'un quartier d'habitation sécurisé, le Salam Compound, où se rassemble une importante communauté musulmane. Le quartier semble plutôt tranquille, du linge sèche sur des cordes en pleine rue, et c'est entre les murs d'une de ces maisons que se serait déroulée cette dernière nuit d'horreur pour Juliane. Le 11 novembre, les enquêteurs du CIDU et la police de Cubao se rendent sur place pour appréhender les complices de JR. Ils arrivent un peu après minuit pour les surprendre, mais l'opération part en vrille. Les suspects sont armés et ils échangent des tirs avec les autorités qui finissent par prendre le dessus. La fusillade fera une victime, Fahad dit Bob Ousmane, qui fait partie des hommes retranchés dans la planque. C'est à peu près sûr qu'il était impliqué de toute façon. Djemar Waradje, 22 ans, et Gelan Passavilan, 27 ans, sont arrêtés sur place, officiellement pour port d'armes à feu, mais c'est surtout le meilleur moyen pour les interroger sur le meurtre de Juliane. Ça nous fait 4 individus arrêtés, un mort, et il en manque encore 2. Efren Talib et un certain Aldos, dont on ne connaît pas l'identité exacte. On arrive donc à un compte de 7 hommes et une femme impliqués dans l'enlèvement et le meurtre de Juliane. Ça en fait du monde pour juste donner une leçon et faire peur. Toutes les personnes impliquées se connaissent depuis plus ou moins longtemps. JR vient fréquemment dans le quartier, toujours avec des bouteilles d'alcool à partager avec ses potes. Et dans le lot, c'est Djemar qui sera le plus bavard. Il explique qu'il accepte d'aider son pote JR parce que JR, il les invite souvent à boire et à manger. Et c'est très ironique, mais il évoque le sens de la gratitude enseignée par l'islam et l'importance de rendre même les petites actions. Alors, pas sûr que l'islam cautionne vraiment d'enlever, agresser sexuellement et tuer une jeune femme pour un bon pote qui, des fois, te paie à manger et à boire, hein, mais bon. Ce qu'il se passe le soir du 5 novembre, pour reprendre les mots de Djemar, sa conscience ne peut pas le supporter. Et on va vite comprendre pourquoi. Le 5 novembre, vers 15h, JR se pointe chez Djemar, accompagné des frères. JR explique qu'il a besoin d'eux pour donner une leçon à une nana qui a causé du tort à sa copine. Ils sont partants,
Après tout, ils respectent Djehar et lui doivent beaucoup, notamment des grecs et des bières. L'objectif initial est de seulement l'estropier. Ils montent tous à bord de la Mitsubishi Montero de Djehar et ils se rendent au restaurant Ocean Bay Seafood sur le boulevard Diosdado Macapagal. C'est à quelques pas du World Trade Center où ils prévoient de mettre leur plan à exécution. Leur arrivée sur place vers 20 h est confirmée par les caméras de surveillance qui les filment. Ils mangent tranquillement jusqu'au texto d'Altea qui les prévient une heure plus tard qu'elles sont en route. D'après Djemar, c'est d'ailleurs Altea elle-même qui trouve le prétexte d'un rendez-vous avec un client potentiel pour attirer Juliane dans leur piège. Les trois hommes enfilent des cagoules et ils enlèvent leur victime. Mais Djemar va faire une gaffe en utilisant le surnom de Djehar, donc il dit Djehar, parce qu'il s'appelle en réalité Fernando. Julie comprend immédiatement qui sont ces kidnappeurs, ou en tout cas au moins l'un d'entre eux. Elle commence à le supplier, à s'excuser de leur avoir causé du tort, mais Djehar se met dans une colère noire. Il en devient méconnaissable. Ils se rendent tous à la planque de Lanao Street, où Efren emmène Jaja dans une autre pièce. Djemar explique qu'à ce moment-là, il entend la fille crier. Elle demande à Efren d'arrêter de la avant qu'un silence pesant ne retombe. Mais ce n'est que le début de l'horreur. Vers 2 h du matin, Altea contacte Djehar par téléphone. Il passe la chercher au poste de police où elle vient de faire sa déposition pour signaler l'enlèvement de sa meilleure amie. Djehar s'absente donc, il laisse Djemar, Efren, Bob et un autre homme très peu cité, Abdibi, pour surveiller Juliane. Djemar commence à ne pas sentir cette histoire, il décide de rentrer chez lui, pas loin de là, pour dormir un peu. Mais Bob ne tarde pas à le rappeler en panique. Aldos s'est pointé sans prévenir à la planque et Bob ne sait pas quoi faire. Aldos est nouveau dans la communauté, mais le gros problème c'est que le type serait un tueur professionnel et qu'il a un tempérament assez sanguin. Quand Djemar arrive, Bob est dehors à l'attendre. Aldos, lui, est à l'intérieur, un pistolet de calibre 45 à la main, et il parle avec Juliane. Djemar prend Aldos à part, il lui fait le topo de la situation, il lui explique qu'il garde la fille pour Djehar et qu'ils ne doivent pas la blesser. Mais le nouvel arrivant n'écoute qu'à moitié, et il prononce une phrase glaçante. C'est tout, vous allez vous en débarrasser de toute façon, laisse-moi m'en servir avant. Et après tout, Efren s'est déjà servi de la jeune femme avant lui. Pour Djemar, c'en est trop, Djehar repasse à la planque après une bonne demi-heure d'absence, et on ne sait pas si Altea est encore avec lui, vu qu'il vient de la récupérer au commissariat, ou s'il l'a déposée ailleurs avant. En tout cas, on sait qu'il prend le temps de faire un saut au McDo pour une petite collation. Et il va même avoir la générosité de commander un menu cheeseburger en plus pour Juliane. Trop sympa. Djemar prétexte d'aller donner le burger à la jeune femme pour vérifier qu'elle va bien et prévenir Aldos du retour du patron. Aldos lâche en toute détente qu'il a terminé, et donc deuxième session pour Juliane. Aldos ressort pour demander quelle est la suite du plan. Djehar aurait répondu « il faut l'abattre ». Il ne laisse aucune place au doute sur ses intentions. Aldos retourne voir Juliane et lui explique qu'ils vont bientôt la ramener chez elle. C'est un mensonge, mais Juliane ne le sait pas et elle les remercie, soulagée de pouvoir rentrer et d'avoir la vie sauve. Pour le cheeseburger, elle préfère le manger une fois de retour chez elle, parce qu'elle n'a pas trop faim pour le moment. Elle vient de se faire 2 fois, hein. Elle est surtout en état de choc. C'est à ce moment-là que Djemar s'en va pour de bon, et il apprendra un peu plus tard qu'ils abattent la pauvre Juliane. Aldos aurait tiré en premier, suivi par Efren. Les derniers tirs auront lieu dans le quartier de Quezon City, où le corps de Juliane sera finalement abandonné. Djemar confirmera aussi les multiples viols perpétrés par Efren et Aldos, et tout ça avec la bénédiction de Djehar, le cerveau de l'opération. Le scénario choque tout le monde, même s'il n'a pas agi pour sauver Juliane, Djemar devient le témoin clé de cette affaire grâce à toutes les informations qu'il fournit aux autorités. Luz, la mère de Juliane, fera savoir qu'elle lui pardonne. Il n'était pas avec les suspects au moment du meurtre, et c'est lui qui a aidé à coincer les coupables, dira-t-elle. Pour ce qui est d'Aldos et Efren, les deux hommes sont en liberté. La CIDU diffuse leurs portraits robots dessinés avec l'aide active de Djemar, mais rien à faire, ils sont introuvables. Et c'est le cas encore aujourd'hui. L'arme du crime, un pistolet de calibre 45, comme celui qu'Aldos portait sur lui à la planque, ne sera jamais retrouvé non plus. Mais ça n'empêchera pas les autres suspects dans cette affaire de devoir répondre de leurs actes devant la justice. En attendant un premier procès dans cette affaire, les proches de Juliane déclarent officiellement qu'ils se battront jusqu'au bout pour rendre justice à leur rayon de soleil parti si brutalement. Ils veulent faire payer à Altea cette trahison impardonnable. Si nous lui pardonnons, ma sœur reviendra-t-elle demande Alvin, l'un des frères de Juliane.
La famille Rodelas demande le retour de la peine de mort pour juger les coupables de ce crime atroce. Peu après leur arrestation, Althea Altamirano et son copain Fernando Quiambao Jr., JR, sont officiellement poursuivis pour le kidnapping et le meurtre de Julian Rodelas. Ils sont accusés d'avoir conspiré en groupe pour enlever la jeune femme, d'actes de cruauté et d'assassinat. Ils refusent de plaider et continuent de nier les faits. Ils cachent leur visage devant les caméras des journalistes. Althea semble effondrée, elle s'excuse encore et encore, mais on voit bien qu'elle ne verse aucune larme. Personne ne croit à son mauvais jeu d'acteur. Gelan Passavilan et Djemar Waraji sont aussi poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation. Eux vont plaider non coupables, vu qu'ils ne sont pas impliqués directement dans la mort de la jeune femme, mais plutôt dans tout ce qui précède. Concernant Djemar, les informations précieuses qu'il fournit à la police le font passer de suspect à témoin protégé, ce qui lui permet d'échapper à toute poursuite judiciaire. Gelan est libéré sous caution en janvier 2013 et il ne sera au final poursuivi que pour port d'armes illégales. Mais dans son cas, ça n'ira pas plus loin et pour une raison assez inattendue. Le 15 juin, alors qu'il déjeune avec sa famille à Quezon City, un voisin, Nasher Alamansa, s'introduit chez eux et il lui tire dessus, le tuant sur le coup. Samira Passavilan refusera que la police entre dans la maison pour récolter des preuves sur l'assassinat de son mari. Elle signera même une décharge pour qu'ils arrêtent l'enquête, ce qui signifie que le meurtrier reste libre alors qu'il a été identifié. Alors si j'ai bien compris, il y a enquête que si les proches de la victime portent plainte. J'espère que j'ai mal compris parce que sinon ce serait hyper grave. Alors certes, on va pas se réjouir de la mort d'un homme qui aurait dû être jugé en bonne et due forme pour son implication dans le kidnapping, les viols et le meurtre de Juliane, mais la famille Rodelas y voit peut-être un semblant de justice. Les deux derniers suspects, Aldos et Efren Talib, sont poursuivis pour enlèvement, agression sexuelle et meurtre, d'autant plus si c'est bien eux qui ont appuyé sur la détente. Il ne reste plus qu'à les retrouver, mais plus de 12 ans après les faits, on a peu d'espoir. Concernant les suspects principaux, les cerveaux du complot, JR et sa petite amie Althea, une première date de procès est d'abord fixée au 12 juillet 2024, mais la juge en charge du dossier le décale à 3 reprises. J'aimerais bien savoir pourquoi il faut 12 ans pour les juger, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Le 27 septembre, c'est la bonne. Le procès commence enfin. Et le verdict est rendu tout récemment, le 13 décembre 2024. Fernando Quiambao Jr. est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Julian Rodelas, même s'il n'a pas appuyé sur la détente, ou en tout cas on ne peut pas prouver qu'il a fait, c'est lui qui décide de tuer Julian après qu'elle l'ait reconnu dans la voiture au moment de son enlèvement. JR est condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 22 à 40 ans. Il devra aussi s'acquitter d'une amende d'un montant de 500 000 pesos philippins, soit environ 8 400 €. Althea Altamirano, qui organise le donnage de leçons mortelles, c'est-à-dire l'enlèvement de sa meilleure amie, elle sera acquittée. Les preuves seraient insuffisantes, elle ne connaît pas les amis de JR, les complices des crimes, et rien ne laisse penser qu'elle est sur place ou qu'elle joue un rôle dans les événements qui suivent l'enlèvement. Elle le dit elle-même, ce qu'il s'est passé, c'est de sa faute, mais elle n'était pas au courant qu'il prévoyait de l'agresser sexuellement et de la tuer. Elle voulait juste une petite vengeance de rien du tout, elle voulait lui faire peur. Althea est quand même reconnue coupable pour l'enlèvement, et puisqu'elle a déjà passé 12 ans derrière les barreaux, elle est immédiatement libérée. Elle est condamnée à payer une amende de 100 000 pesos, soit environ 1675 €. Je te laisse imaginer la déception et la détresse de la famille Rodelas. D'après eux, si Althea n'avait pas parlé de leur jaja à son copain, si elle avait refusé sa proposition de lui donner une leçon, si elle avait dit la vérité aux policiers juste après l'enlèvement, il n'aurait pas eu à enterrer une fille, une sœur, une jeune femme de 20 ans à peine, à la carrière prometteuse et pleine de rêves. La famille Rodelas fait appel du verdict auprès de la Cour suprême. Ils espèrent qu'Althea écopera d'une peine de prison plus sévère. Je te tiens au courant des prochaines mises à jour de l'affaire. Et on termine encore et toujours avec une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi est-ce qu'Althea n'est pas allée confronter Juliane au sujet de la rumeur qu'elle a fait circuler? Mais en vérité, c'était même pas une rumeur. Est-ce que l'enquête est allée vérifier cet élément? Parce que même si, bien sûr, ça ne justifie pas de planifier un enlèvement / donnage de leçons pour faire peur à sa BFF, on peut comprendre que ça affecte négativement la carrière de mannequin d'Althea. Pour moi, ça reste un élément important à comprendre parce qu'il nous éclaire potentiellement sur le mobile, en tout cas le mobile de l'enlèvement. Et avec les éléments qu'on a à ce jour, je vois 2 éléments possibles. Soit en effet la carrière d'Althea est négativement affectée par le fait qu'on sache qu'elle a 2 enfants, soit c'est faux, Juliane n'a jamais révélé cette information, et la vraie raison pour laquelle Althea veut se venger, c'est parce que son ami lui fait de l'ombre.
De la pure jalousie? Est-ce que ce serait le mobile de l'enlèvement? Et si c'est le cas, est-ce qu'Althea aurait été capable de commanditer le meurtre de sa rivale? Elle a bien envoyé quelqu'un d'autre faire le sale boulot qui était le kidnapping pour elle, alors meurtre, est-ce que ce serait si étonnant que ça? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et si tu veux d'autres affaires d'amitié qui tournent au drame, fais-le moi savoir. Tu peux envoyer tes suggestions d'affaires par email à l'adresse indiquée en description. C'est tout pour moi, merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.